Sébastien Mélis. Yes, hello. C'est moi, bonjour. Bonjour, vous faites partie des choses qui me ravissent de faire ce métier. Votre présence m'enchante, c'est un bonheur de vous avoir. Vous êtes une des personnes que j'ai le plus lues dans ma vie. Cet ouvrage, White, est passionnant en tout point. C'est un éclairage lumineux sur la société et l'obscurantisme qu'on vit actuellement dans la manière d'informer sur les réseaux sociaux et dans notre rapport à l'image, à sa parole et aux célébrités. Vraiment, je vous le dis, c'est un bonheur de vous avoir et j'aimerais qu'on vous applaudisse. Thank you. So nice. Merci, vous êtes adorable, vraiment. Very, very nice. Thank you. Merci beaucoup. Alors, vous avez 55 ans. Vous étiez toujours étudiant en 1985 lorsque Moins que zéro, votre premier roman, est sorti. Un best-seller et phénomène de société qui traduisait le nihilisme de l'adolescence dorée de Los Angeles. À 21 ans, vous êtes devenu celui qu'on a très vite surnommé l'enfant terrible des lettres américaines. Juste après la sortie de Moins que zéro, des magazines vous payent un putain de paquet de pognon, ce sont vos mots, pour écrire pour eux. En 1987, vous sortez votre deuxième roman, Les lois de l'attraction. C'est dans ce livre que l'on voit apparaître pour la première fois un personnage nommé Patrick Bateman, que l'on retrouve dans le très culte American Psycho, votre troisième roman, qui provoque un scandale lors de sa sortie, qui est considéré comme la fiction la plus violente de la littérature américaine. Le livre se vend à 1 million d'exemplaires aux États-Unis. Depuis, vous avez publié Zombie, Glamorama, Lunar Park, Suite Impériale, qui est la suite de Moins que zéro. Et en mai dernier, White, votre premier livre de non-fiction, est sorti. Vous êtes l'invité d'honneur du salon Fnac Livre qui se tient jusqu'à dimanche à Paris et vous êtes sur le plateau de Click ce soir. What a nice introduction. Thank Bien, you. merci, c'est une présentation très aimable. Je vous ai parlé de l'époque où vous avez été payé, comme vous le dites, un putain de paquet de pognon pour écrire un article dans la presse. Et pour moi, c'est ce qui fait écho à l'époque d'aujourd'hui et c'est ce qui pourrait expliquer pourquoi vous avez écrit White, c'est qu'aujourd'hui, plus personne ne donne un putain de paquet de pognon aux journalistes pour écrire. Well, White really isn't a piece of Bien, journalism le livre as much White, as ce it n'est pas is, vraiment un I livre think, journalistique. an essay. C'est plutôt un essai. And it really starts place from my childhood. Et tout commence avec mon enfance. And in many ways, it's a memoir. I talk Et about the c'est un writing of mémoire American d'une certaine Psycho. manière. Je I talk parle about the de l'écriture publication d'American of Less Than Psycho, Zero. de la publication And I de talk Moins about the que zéro. controversy that Je parle surrounded également American des Psycho and how that polémiques affected qui ont me. émergé après And then la I sortie began to think d'American about free Psycho, l'impact speech, que cela a eu because I sur moi. think in a Ensuite, je lot parle of de la ways, liberté de White parole, is a car je book pense que about White, free c'est un livre speech qui traite and de la the liberté de parole dangers et that des are surrounding dangers free speech qui now, entourent especially in the aujourd'hui la United liberté de States. parole, tout And particulièrement White ends aux in the États-Unis. summer of Et ce 2018, livre se termine à where l'été I, as a 2018. member of Gen X, En tant who que had membre de la felt so many génération freedoms X, in terms moi j'avais eu of l'impression being d'avoir able to beaucoup de express liberté, j'avais eu myself, la of being able to possibilité write a book like d'exprimer mon American opinion Psycho. et d'écrire And un I found livre tel myself que in a American world Psycho, mais aujourd'hui je vis dans un that monde probably wouldn't allow it, où that je ne wouldn't pourrais allow pas me to write some sortir of the un books tel that I bouquin. did. Et And certains des livres que j'ai that's a pu very écrire. troubling Et thing ça, that, c'est quelque chose qui me instigated perturbe the beaucoup, writing of d'où White. l'écriture Some de of ce White livre is taken White. from my podcast that I Je me have, suis également inspiré de opening ma série de monologues, where I podcasts. talk about culture, J'ai des monologues very où je rarely parle de politics, questions and culturelles. Je some parle is très from, rarement older de pieces that I've politique. Il y a written, également but altogether d'autres they essais que j'avais fuse écrits into this il y a très longtemps. essay, Mais this, tout cela a donné cry ce of livre despair qui est d'une about certaine manière un where cri we're de heading. And I think désespoir in some ways concernant la it's situation dans partly laquelle here nous as nous well. trouvons. Et je pense que c'est le cas pour l'Europe également. Je vous parle du manque d'argent des journalistes, c'est que White, c'est aussi un livre sur la liberté d'expression et qu'aujourd'hui, à chaque fois que l'on dit quelque chose, c'est amplifié, les rédactions s'en emparent, parce qu'aujourd'hui, une rédaction, c'est une société qui a de moins en moins de moyens pour informer, donc il y a un besoin de rendement très rapide sur Internet pour faire des vues, pour vendre de la publicité, et c'est ce qui appauvrit l'information et le débat politique et culturel. Oui, tout à fait. Ou bien, au lieu de présenter l'actualité, ils donnent leur opinion, car ça fait couler beaucoup d'encre. Et je pense qu'il y a eu une détérioration dans les médias quant à la couverture médiatique pour les raisons que vous venez d'évoquer. Il y a beaucoup d'opinions qui souhaitent se faire entendre.
au point où parfois ils utilisent des tactiques pour qu'on les entende davantage. Et parfois c'est juste une opinion, ce ne sont pas les faits. Les faits n'ont plus d'importance. Maintenant c'est les fake news. L'actualité, la vraie, ne fait pas cliquer, ne provoque pas de like. Donc en tout cas, moi c'est ma suggestion. Au cours de ces derniers jours, par exemple, aux États-Unis, on a beaucoup parlé d'un certain nombre d'articles qui ont été imprimés dans le journal New York Times et qui ont été, à vrai dire, réfutés par le journal New York Times lui-même. Donc c'est vraiment une époque très étrange. Et je l'évoque dans le livre White. Voilà où nous en sommes. Et d'une manière ou d'une autre, nous avons été propulsés dans cette période. Et dans le livre White, j'essaye de trouver pourquoi. Comment se fait-il que nous vivions dans une telle époque? On a souvent dit que Bret Easton Ellis est un écrivain choquant. Et vous êtes choqué par quelque chose, mais qui découle du bon sens quand on lit White, c'est que vous avez grandi à une époque où les enfants et les adolescents rêvaient d'être des adultes, et maintenant on est dans une époque où les adultes rêvent d'être des enfants et des adolescents. Oui, c'est vrai. Et je ne sais pas comment cela s'est produit. Parfois, je pense que ma génération, qui a eu tellement de liberté, nous vivions dans un monde pour les adultes, non pas un monde pour les enfants, pas du tout. Il n'y avait pas de films pour les enfants, il n'y avait pas de convention, de comic book. Non, pas du tout. En tant qu'enfant, eh bien, on devait suivre les instructions des adultes, on allait voir leurs films, manger ce qu'ils mangeaient, on faisait comme bon leur semblait. Et dans cet environnement, on grandissait plus vite que les enfants d'aujourd'hui. On goûtait à l'indépendance très tôt et on aspirait à devenir un adulte. Moi, je me souviens que je souhaitais ardemment être un adulte. Et j'ai le sentiment que pour certaines personnes qui font partie de ma génération, on ne s'est pas senti aimé par nos parents, qui nous traitaient comme des adultes. Et donc, il y a eu une surréaction. Et donc, cette génération a commencé à cajoler ses enfants, souhaiter que nos enfants grandissent en sécurité, qu'on leur donne tout. Et c'est peut-être pourquoi, aujourd'hui, il y a une fascination pour l'enfance. Et je pense que c'est peut-être la raison. Bon, je ne sais pas. En tout cas, je ne suis pas un professeur de sociologie. Non, moi je suis un écrivain et je partage mon opinion personnelle. Je parle de ce qui m'est arrivé. Peut-être que ça reflète la culture dans laquelle j'ai grandi. Vous êtes l'un des plus grands auteurs américains. Vos romans ont donné des films exceptionnels comme American Psycho. Vous êtes aussi dingue de cinéma. On a un point commun, c'est que pour vous comme pour moi, la plus grande comédie romantique, c'est Les Dents de la Mer. Aujourd'hui, la culture, elle est contrôlée par les plateformes comme Netflix ou Amazon qui diffusent des films et qui achètent des contenus et qui fabriquent ces contenus en fonction d'algorithmes, c'est-à-dire qu'ils vont rechercher ce qu'aiment les gens sur les réseaux sociaux ou en fonction de ce qui marche, pour faire des recommandations. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est en train d'arriver dans une dictature de la nostalgie. On nous sort Stranger Things parce qu'on a aimé Gremlins ou les films de Carpenter. On nous ressort je ne sais pas combien d'épisodes de Star Wars, et j'ai l'impression qu'on est tous victimes d'une nostalgie et qu'on laisse rien aux générations futures, qu'en fait, on leur impose notre nostalgie à nous. Yes, this is true. Oui, tout à fait. I do believe that the corporations Mais je pense are que also les grandes entreprises dépendent également de cela. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a une corporation, la corporation de Disney, qui contrôle désormais tout le contenu qui nous parvient, et Star Wars inclus. Je crois qu'il y a 3 films Star Wars qui vont sortir au cours de ces prochaines années. Et donc, Disney contribue à cette nostalgie. C'est comme lorsque l'on va au fast-food. On nous donne de la nourriture qui n'est pas bonne pour nous, mais d'une certaine manière, on développe une accoutumance à cette malbouffe. Je pense qu'une personne normalement constituée devrait ressortir de tout cet enfantillage. On veut devenir un adulte et laisser de côté les bandes dessinées et s'intéresser à la sexualité, aux femmes ou aux hommes. On veut devenir créatif. Et moi, je pense que ces grandes entreprises, en fait, veulent que nous restions des enfants, car c'est ainsi qu'elles peuvent générer beaucoup d'argent. Et d'une certaine manière, ça console beaucoup de personnes qui ont trop peur de s'aventurer dans le monde des adultes. Non pas que le monde des adultes soit formidable, pas du tout. Mais en tout cas, c'est ce qui nous arrive. C'est vrai. On vieillit. Le fait est qu'on vieillit et qu'on devient adulte.
Bret Easton Ellis, je le répète, vous êtes un des plus grands écrivains américains. Pour le comprendre, on va passer au crible quelques-unes de vos punchlines. Bret Easton Ellis, vous avez écrit « Je ne veux pas de l'amour. Si je me mets à aimer des trucs, je sais que ça va être pire, que ce sera encore une chose qui me causera du souci. Tout est moins douloureux quand on n'aime pas, dans moins que zéro. » Oui, c'est vrai. C'est ce que pensait le personnage, Clay. Ce n'était pas forcément mon opinion personnelle, car bon, moi je suis l'auteur de ce livre, mais moi je ne pensais pas que qui que ce soit lirait ce livre. Clay, c'est un personnage qui, à mes yeux, s'inscrivait bien dans ce milieu dans lequel j'ai grandi. On lui avait tout donné, et par conséquent, rien ne lui importait. Et c'est vrai que ça me perturbait. Vous avez également écrit, Bret Easton Ellis, « La civilisation ne peut exister sans quelques contraintes. Si nous suivions toutes nos impulsions, nous nous entretuerions dans American Psycho. » Oui, ça c'est dans la préface d'American Psycho. Oui, j'en suis convaincu. Je pense qu'il faut qu'il y ait des contraintes à nos impulsions, sinon, en effet, bon, en tout cas, moi je sais que s'il n'y avait pas ces garde-fous, il y a plein de choses qui nous dérangent et qui nous courroucent de nos jours, surtout avec les réseaux sociaux, puisqu'on est bombardé en permanence des avis des uns et des autres, le ressenti des gens sur ceci ou cela, des ressentis avec lesquels on n'est pas d'accord. Donc oui, je pense qu'il y a beaucoup de colère en ce moment. Et donc je suis content qu'il y ait des contraintes. Et dans White, vous écrivez, car White, ce n'est pas une fiction, c'est vous qui l'écrivez, se poser en victime est comme une drogue. Oui, c'est vrai que je pense qu'il y a une concurrence de la victimisation aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est le cas ici, mais il faut être victimisé. C'est ainsi qu'on obtient le plus d'attention possible. Et je pense que la bonne manière de faire face au fait qu'on est une victime, qu'on a été blessé, c'est qu'il faut prendre soin de soi. Et il faut essayer de réfléchir à ce qui nous est arrivé plutôt que de vider son sac en public et dire « Regardez à quel point je suis une victime. J'ai ressenti tellement de douleur, j'ai besoin d'aide. » Non, il faut aller chercher de l'aide, bien entendu. Mais d'une certaine manière, les personnes sont fières d'être des victimes. Pourquoi vouloir se définir par quelque chose qui est terrible et qui nous est arrivé? Pourquoi se définir ainsi? Je ne pense pas que ce soit sain. Je ne pense pas que cela reflète une société saine ou un individu sain. Donc c'est vrai que je creuse cette question de la victimisation qui est aujourd'hui portée comme un badge. Et je pense qu'il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que quand on se pose tout le temps en victime, on perd aussi en dignité. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Oui, c'est vrai, on la perd. On perd sa dignité et on perd la tête. On perd le sens des proportions. D'une certaine manière, on se déconnecte de la réalité. Car, d'une certaine manière, le monde ne se préoccupe pas de vous et du fait que vous êtes une victime. Du coup, vous développez votre sens du narcissisme. Lorsque vous publiez quelque chose sur Twitter, par exemple, peut-être que cela va vous donner de l'adrénaline. Lorsque quelque chose d'horrible vous est arrivé, il y a plein de personnes qui vont vous dire « Oh, on est vraiment désolé, on t'adore, on pense à toi ». Mais après, au bout de quelques minutes, ça ne veut plus rien dire. Cela perd tout son sens. Donc je pense qu'il faut vraiment prendre soin de soi lorsqu'il nous est arrivé quelque chose et de ne pas se victimiser. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'époque, la victimisation est complètement décorrélée du statut social. Même le président américain se victimise sans cesse. Il passe son temps à dire qu'il est victime de fake news. Il se pose aussi en victime lorsqu'il s'exprime. Et en avril dernier, j'aimerais qu'on regarde une image de Donald Trump qui s'exprimait à propos du mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. This is just a concrete protector, but the wall behind it, and you see it all the way down, and we're going to be building, we've already built a lot of it. It looks great. It's better and much more effective than the previous wall, and we actually can do it faster, and it's less expensive, if you can believe it. So it's better, faster, and less expensive. If you want to climb that, you deserve whatever you can get. But it's very, very hard. It's meant anti-climb. It's called anti-climb. So it's a great wall, and I think it looks fantastic. Ce qui est drôle, c'est que Donald Trump utilise à la fois la victimisation
et utilise aussi le langage d'une corporation qui vend des téléphones avec une pomme, où tout est incroyable, tout est merveilleux, tout est génial. C'est le style de Trump, c'est ce qu'il fait depuis 40 ans et c'est ce qu'il continue de faire à la tête des États-Unis. Moi, je trouve ça drôle parce que personne ne l'avait fait avant dans le monde politique, avoir un tel comportement. Et malheureusement, il réussit à parler le langage d'Internet et c'est pour ça que tout le monde le retweet. D'une certaine manière, il a trouvé la solution, il a trouvé la technique plus que quiconque. Donald Trump Donc Donald Trump, c'est Donald Trump, mais c'est symptomatique de quelque chose de culturel. Et je pense qu'il reflète également le ressenti de beaucoup d'Américains. Bon, vous pouvez le haïr ou le détester, mais le fait est que aujourd'hui, il y a quelque chose de très américain chez Donald Trump. Alors peut-être que ça excite beaucoup de personnes parmi son électorat, ou il y a d'autres personnes qui sont absolument horrifiées par ce qu'il dit. Les personnes qui ne réussissent pas à le comprendre. Ce qui est intéressant avec la façon dont vous parlez de Donald Trump, c'est que votre livre s'appelle White, et sur Donald Trump, tout le monde doit avoir une opinion soit noire, soit blanc, et la nuance semble interdite. Ici, on avait un professeur de rhétorique qui est venu nous expliquer pourquoi Donald Trump utilisait merveilleusement bien la rhétorique pour faire passer toutes ses idées et tout son projet politique. Lorsque Donald Trump, par exemple, recevait le chanteur Kanye West, ça fait un tollé. Mais moi, ce que je me suis dit intimement, c'est que tous les gens qui critiquent Donald Trump aux États-Unis, à savoir le show business, les late shows qui sont tout le temps dans la dérision et dans l'analyse politique à travers le rire, ne font que conforter ses électeurs et que c'est contre-productif. Of course they are. Oui, absolument. Yes. I'm glad someone sane has pointed this out. D'accord que je suis content que vous le disiez car on n'en parle pas suffisamment dans les médias traditionnels américains. Comment se débarrasser de Donald Trump? Tout le monde en parle. Mais tout le monde s'y prend mal. Il faut trouver un candidat à même de le battre et ensuite il faut qu'il soit en lice. Mais au lieu de lui tomber dessus du matin au soir, d'essayer de le tourner en ridicule, Donald Trump, mais pas seulement, sa femme également, les membres de son cabinet, ses enfants, toute personne qui le soutient. Je pense que ça sera contre-productif, qu'il y aura un retour de bâton et on l'observe déjà. Si vous laissez Trump détruire votre vie, si vous lui donnez un tel pouvoir, mais pourquoi? Je ne comprends pas. Si vous ne l'aimez pas, eh bien écartez-vous, ne l'écoutez pas, éteignez la télé, ignorez-le. Et je pense que si les médias américains l'avaient traité de façon plus neutre avant les élections, je ne sais pas s'il aurait gagné. Mais ils l'ont transformé d'une certaine manière en une figure, une personne qu'ils ont ostracisée, et c'est ce que continuent de faire les médias aujourd'hui. Peut-être qu'ils le feront également en 2020. Donc je pense qu'il y a un enseignement à tirer. On a le même problème en France avec l'extrême droite française, que tout le monde critique, tout le monde fact-check, mais en même temps, c'est l'extrême droite française qui truste les plateaux, les débats de télévision, et n'ont jamais été aussi présents. Well, look, people aux États-Unis, les Américains qui détestent Donald Trump pensent que ce sont une dizaine d'hommes blancs racistes qui l'ont mis à la tête des États-Unis et non pas 63 millions d'électeurs. Il y a une bonne partie des Américains qui soutiennent Donald Trump, que cela vous plaise ou pas. Le fait est que de façon démocratique, il a été élu président. Bon, il faut s'y faire jusqu'à ce qu'on trouve un meilleur candidat pour le faire sortir. Mais lui tomber dessus, croire toutes ces théories du complot, cela sape la crédibilité. Moi, j'habite avec un jeune millénial, il est socialiste, il est démocrate et il n'arrive pas à supporter quoi que ce soit lorsque l'on parle de Trump. Il ne le supporte pas. Et il a un mauvais pressentiment quant à ce qui va se passer en 2020. Et moi, je lui dis en permanence, mais calme-toi. Qu'est-ce qui peut se passer en 2020? Eh bien, essayez d'aller trouver un meilleur candidat, quelqu'un qui peut vaincre Donald Trump, car nous avons besoin de trouver un Donald Trump libéral. Parce que le monde politique a changé depuis l'arrivée de Donald Trump. On ne pourra pas revenir à la période avant Donald Trump, quelqu'un qui s'y connaît bien, qu'on va élire quelqu'un parce qu'il a des connaissances. Non, tout ce monde a été détruit par Donald Trump. Est-ce que je peux vous présenter un millénial français qui a 98 ans, qui s'appelle Edgar Morin? C'est l'un de nos plus grands philosophes. Et il a une passion en commun avec vous, c'est les stars, c'est les célébrités. Il a travaillé là-dessus et j'aimerais qu'on écoute Edgar Morin. Être star,
c'est être l'objet d'une certaine ferveur, d'un culte, d'une obsession. Évidemment, il y a eu au début les stars c'était un terme né dans le cinéma hollywoodien, mais ça s'est un peu répandu. Les familles royales, comme la famille de Monaco ou d'Angleterre, étaient starifiées. Des champions sportifs, Zidane, étaient starifiés. Enfin, disons ce statut que moi j'ai appelé à un moment les Olympiens, n'est-ce pas, qui vivent une vie supérieure à l'autre. Ce statut s'est élargi, mais on continue à s'intéresser à des stars. Bret Easton Ellis, on parle de vous comme d'une star de la littérature. Et plus vous avez été starifié, plus vous avez décidé de vous exprimer, aux États-Unis en tout cas, dans vos podcasts, dans vos propres médias, et de garder votre parole pour vous. I would say in my podcast, I do express myself. Dans mes podcasts, je m'exprime. J'exprime mon opinion, car je ressens la liberté de dire ce que je pense, car j'ai le temps de poser le décor, de présenter les informations contextuelles et de parler aussi longtemps que je le souhaite pour pouvoir préciser les choses. Mais dans les tweets, non. Twitter, ça me pose problème. Et d'ailleurs, je parle du fait que Twitter, c'est assez toxique dans le livre White et les problèmes que j'ai pu avoir avec Twitter. Et je pense que, en tant qu'écrivain, en tant que personnage public, je pense qu'il faut être fidèle à soi-même. Et si cela signifie que certaines personnes dans le public ne vous aimeront pas, eh bien soit. Mais je pense qu'il faut rester soi-même en tant qu'artiste. Et si cela signifie que certaines personnes seront offusquées, eh bien très bien, il faut s'y faire. Aujourd'hui, quand on dit star, on pense à des gens comme Kanye West. Et en 2015, j'avais rencontré Kanye West qui nous parlait de son rapport à la célébrité. J'aimerais qu'on l'écoute. Is it hard from somebody who grew up where you grew up to be arrested by the journalists, the photographers, the media every time? Do you have some days when you don't want to be famous anymore? Nope, not anymore. Very happy to be famous. I like Kanye. J'aime bien Kanye West. We love you, Kanye. He's also in white. Je en parle également dans le dernier chapitre de mon livre White. Je travaillais avec Kenny sur un projet et il y avait beaucoup de fake news sur lui. Il disait qu'il était déséquilibré, qu'il était complètement taré et je l'ai rencontré à l'époque lorsqu'il est allé voir Donald Trump. On travaillait sur un projet et il était tout à fait sain d'esprit. Alors bon, il a les problèmes de Kanye, mais il n'était pas du tout déséquilibré comme le disait la presse. J'aimerais qu'on regarde un extrait de Kanye qui va chez TMZ et qui pour le coup n'était pas en très grande forme. Et cet extrait en fait dit beaucoup de la façon dont les stars ont évolué. I was drugged out. I was on opioids. 2 days after I got off of opioids, and I was addicted to opioids, 2 days I got off of opioids, I'm in the hospital. 2 days before I was in the hospital, I was on opioids. I was addicted to opioids. I had plastic surgery because I was trying to look good for y'all. I got liposuction because I didn't want y'all to call me fat like y'all called Rob at the wedding and made him fly home before me and Kim got married. It's pure Kanye. I mean, ça, c'est du Kenny tout craché. Et c'est lui que j'ai rencontré en 2013. C'est avec lui que j'ai travaillé en 2014. Ce Kenny que vous venez de voir, c'est un véritable, c'est une bête de scène. Et c'est vrai qu'il se lance dans ses monologues en permanence en 2006, en 2007. C'est vrai qu'il essaye de se lancer dans un monologue. Il a eu des problèmes d'alcool, des problèmes d'opioïdes pendant toute sa carrière. C'est vrai. Bon, pour ce qui est de la liposuction, ça lui est peut-être un peu monté à la tête, mais j'en parle précisément dans le dernier chapitre de mon livre. Ça, c'est Kenny tout craché. Il ne faut pas essayer de mal interpréter ce que l'on vient de voir à la télé, mais en tout cas, c'est vrai que ça c'est son personnage. Mais ça dit quelque chose de la façon dont les stars sont traitées aujourd'hui. À votre époque, quand vous étiez adolescent, les stars, c'était des gens assez mystérieux. C'était les Olympiens dont parlait Edgar Morin. Aujourd'hui, on est dans l'ère de la surtransparence.
Who cares about stars anymore? I mean, qui se préoccupe des stars de nos jours? On s'intéresse à un enfant qui a gagné Fortnite. Ça, c'est un superstar c'est une superstar pour des millions d'adolescents. À vrai dire, je ne sais pas du tout qui c'est, mais apparemment, il a vendu, il vient de signer un contrat de plusieurs millions de dollars avec une entreprise. Mais les stars de cinéma ne nous intéressent plus. Tout le monde pense être connu aujourd'hui. Si vous avez une présence sur les réseaux sociaux, si vous êtes présent sur tous ces sites internet, eh bien, on part du principe qu'on est nous-mêmes une star, et c'est ce qui se passe en ce moment. Tout le monde pense que sa voix doit être entendue, car ils sont tellement spéciaux, parce qu'ils ont un compte Twitter, un compte Facebook, et ils pensent que ça leur donne une certaine légitimité. Mais ça légitime leur folie, d'une certaine manière. Et ça a vraiment contaminé la façon dont les médias ont perdu leur neutralité. Et la couverture médiatique est hyper réaliste de nos jours. C'est trop connoté, il y a trop d'opinions. Bret Easton Ellis, vous vivez à Los Angeles. À Los Angeles, le cannabis thérapeutique est autorisé. Et un couple se prend la tête tous les soirs dans cette émission sur divers sujets. C'est Hakim Gemili et Fadili Camara. Et HF, aujourd'hui, se prennent la tête sur le cannabis thérapeutique. En Creuse, les élus et les agriculteurs attendent avec impatience la dépénalisation du cannabis thérapeutique. Pour beaucoup, elle serait une opportunité de redynamiser le territoire. Ah ouais ? Pour une fois que la weed va redynamiser un truc. C'est clair. En plus, excusez-moi, mais ceux qui habitent en Creuse, vous me faites un petit peu mal au cœur. Parce que quand t'es en Creuse, t'es obligé d'être défoncé. Parce que si t'es pas défoncé, tu sais que t'habites en Creuse, quoi. Écoute ça, ce nouveau modèle économique pourrait relancer la croissance française. Alors non. Premièrement, on dit pas croissance française, on dit chocolatine française. Big up la Suisse, c'est super. Et puis deuxièmement, en France, il y a beaucoup de mecs qui sont déjà basés sur ce modèle économique, et j'en connais. Mais en vrai, ça veut dire quoi dépénaliser au final? Parce que c'est quoi la différence avec légaliser? C'est pareil. Non, ça n'a absolument rien à voir. En fait, légaliser, ça veut dire que t'as le droit de fumer et c'est cool. Et dépénaliser, ça veut dire en fait, t'as pas le droit de fumer, mais si on t'attrape, c'est cool. Ok, donc tu peux fumer tranquille au final. Rien à voir, tu comprends rien. C'est la même chose. Non. Ah, vas-y, de toute façon, tout le monde fume, on le sait très bien. Ouais, c'est vrai qu'en plus, en France, on est le premier pays consommateur de drogue en Europe. Truc de ouf, champion d'Europe, Euro 2000, Johnny Hallyday, super les bleus. Moi, je me pose la question, c'est pourquoi les gens ils fument autant? C'est ça le délire que je me pose, moi. Bah écoute, il y a beaucoup de problèmes. Moi, je pense que c'est pour oublier. Ouais. Attends, on parlait de quoi déjà? Fadi, ouais. Imagine si on pénalise la baguette. Et je ferais des business de fou. Ah ouais, de la pure, pas coupée au plâtre. 50 € la baguette. Oh yeah. Hakim et Fadili, CHF, Bret Easton Ellis, White. Et c'est vraiment un livre que je vous conseille. White a failli s'appeler White Privilege, le privilège blanc. Au début, c'était un titre de travail. Yes, white privileged male. White privileged male. Mais ça faisait un petit peu trop plaisanterie. En tout cas, alors, j'en ai parlé avec mon éditeur et on s'est dit que white, c'était bien plus simple, ça passait mieux et c'est assez suggestif de cette neutralité à laquelle j'aspire dans le livre. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui pensent que c'est un titre accroche, que je parlais de racisme, alors que je ne parle pas du tout de racisme. Non, c'est juste que voilà, j'essaie de parler des choses qui nous entourent et comment essayer de rester calme dans cette société. Je ne pense pas que ce soit un titre qui soit accrocheur pour les groupes nationalistes ou... Lorsque je parle du fait que j'adore Richard Gere ou John Didion ou la façon dont j'ai écrit le livre Moins que zéro, non, là dans ce livre je parle beaucoup plus de ma vie, des personnages que j'ai créés. Et l'état actuel des choses. Est-ce que vous, en tant que blanc, vous vous êtes senti privilégié ou bénéficié d'un privilège? Oui, bien entendu, dans une certaine mesure. On nous le dit du matin au soir. On ne peut rien y faire, à vrai dire. Donc, d'une certaine manière, c'est quelque chose qui vous colle à la peau. Et c'est dommage, cette politique de l'identité, je ne l'apprécie pas beaucoup. Je pense qu'il faut y réagir calmement. Il ne faut pas créer de distinction en raison de la couleur, en raison de la sexualité, en raison de leur handicap, quels que soient les problèmes qu'ils ont. Et en tout cas, c'est ça qui me pose problème avec ce type d'opinion. Et si vous lisez le livre, le titre du livre, et vous vous dites que c'est ce que je suis en train de faire, non, pas du tout. La couverture de ce livre qui s'appelle White va du noir au blanc avec plusieurs nuances. Et c'est exactement ce qu'il faut comprendre de la pensée de Bret Easton Ellis. C'était un honneur de vous avoir reçu. Merci beaucoup de m'avoir invité.
Je rappelle que vous êtes l'invité d'honneur du salon Fnac Livre qui se tient jusqu'à dimanche à Paris. White est disponible aux éditions Robert Laffont. Et une édition collector de votre roman culte American Psycho, préfacé par vous. Est-ce que vous voudriez me la signer? Of course I can. Bien entendu. Très bien.